Enfin, quand même un peu. Simplement, en quelques mots, parce que je crois qu'il faut que ça circule et puis qu'on puisse ensuite avoir un débat entre nous et surtout avec vous toutes et vous tous. On parle des finances locales, là. Bien. Enfin, les finances locales, c'est des finances publiques et c'est en réalité l'expression quelque part de choix politiques. Que cette expression soit assumée, plus ou moins, c'est une chose, mais en tout cas, c'est l'expression de choix de politique et c'est aussi une expression de choix de société. Donc on ne peut pas commencer à discuter de ces questions-là par des questions techniques, mais il faut en parler sous l'angle naturellement politique. Et je crois d'ailleurs que aussi bien Michel Bouvier que Anne Hidalgo l'ont dit tout à l'heure à travers leurs propos de manière simple et, en ce qui me concerne, je trouve assez juste. D'abord, il faut réfléchir avant tout au choix de société que l'on souhaite. Est-ce qu'on veut une société où il y a un fort degré de mutualisation des risques, notamment des risques sociaux, ou est-ce qu'on est prêt à amoindrir ce degré de mutualisation dans un sens qui est plus proche de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Ça, c'est un premier choix, et moi, je trouve tout à fait regrettable que ce choix ne soit pas posé comme tel. Je ne donne pas ma propre réponse, là. Je dis simplement, ce choix devrait être posé en tant que grand enjeu politique, notamment lors des élections principales, enfin, des élections nationales importantes. Le deuxième sujet, ça en découle directement, il faut aussi aller un peu plus loin sur les comparaisons qu'on peut faire avec d'autres pays. Moi, je vois, on est toujours présenté comme étant le pays où le niveau de dépenses publiques est le plus élevé, mais on ne dit jamais ce qu'il y a dans nos dépenses publiques à nous par rapport à ce qu'il y a dans les dépenses publiques considérées d'autres pays. Et chez nous, il y a un certain nombre de dépenses qui sont considérées, parce que simplement la norme de calcul est comme elle est, qui sont considérées comme des dépenses publiques et qui dans d'autres pays ne le sont pas. Et notamment, naturellement, dans le domaine social, plus que dans le domaine de l'action publique, surtout dans le domaine social. Et donc cette question des normes, elle est, à mon sens, absolument importante. Je ne parle pas des normes de gestion, je parle des normes de calcul des finances publiques, ça me paraît absolument essentiel. Il y a des publications en France qui disent cela. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a quelques semaines, quelques mois, dans les Échos, un article là-dessus, sur la comparaison. Il y a eu des rapports au Sénat, il y a des documents très intéressants qui essayent de montrer les différences de comparaison, et qui, à l'OCDE aussi d'ailleurs, et l'OCDE conclut d'ailleurs que la comparaison, que ce soit en matière de dépenses publiques ou en matière de prélèvements obligatoires, comparaison n'est pas raison. Donc là aussi, je trouve que le discours est absolument, enfin, est beaucoup trop convenu et que ça mérite un approfondissement. Et puis, un troisième point, c'est que, après tout, même si nous savons tous les difficultés qui sont les nôtres, celles du pays en général, mais on n'a pas vraiment dressé un bilan exhaustif et objectif de la décentralisation. Michel Bouvier, tout à l'heure, montrait quelques photos où on voyait notamment Gaston Defferre. Ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans. Est-ce qu'on a vraiment dressé un bilan de la décentralisation en matière d'action publique? En gros, est-ce que depuis 30 ans, si on avait gardé le système beaucoup plus jacobin précédent, est-ce que les choses iraient mieux dans notre pays en matière sociale, en matière économique, en matière de niveau de service public, en matière éducative? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse non plus, parce que ce travail n'a pas été fait. Moi, simplement, si on prend les chiffres, j'ai pu calculer, bon, c'est assez sommaire, mais enfin, j'ai pu calculer quand même que les collectivités territoriales, dans leur ensemble, depuis 30 ans, avaient investi pas loin de 1500 milliards, l'équivalent de 1200 milliards d'euros, en ensemble, alors que vous avez vu tout à l'heure que leur encours de dette actuel est de l'ordre de moins de 200 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même investi sans s'endetter beaucoup. Et donc il y a eu, de ce point de vue, un travail considérable. Je me souviens aussi, puisque malheureusement j'ai l'âge pour cela, que lorsque les départements ont repris les collèges, ou les routes, lorsque les régions ont repris les lycées, en tout cas c'était le cas dans ma commune, et bien tout ça fuyait, c'était pas entretenu. La canal n'avait pas fait l'objet de rénovation depuis la guerre. Bon, alors
a mis un peu de temps pour que la région s'implique, mais enfin maintenant, en tout cas, elle s'implique dans cette rénovation. Enfin bref, donc il y a eu quand même un travail très important qui a été fait par les collectivités territoriales. D'ailleurs, la plupart du temps, avec un accompagnement intéressant et positif de la part des services, notamment déconcentrés de l'État, hein, je parle notamment des services de la préfecture, des DDE, etc. Tout ça, c'est passé de manière positive, en tout cas, donné, à mon sens, des résultats positifs. On peut aussi citer la décentralisation en matière culturelle, cette espèce de, enfin, ce travail qui a été fait sur l'ensemble des territoires pour doter tous les territoires d'équipements et d'actions culturelles qui est probablement assez peu équivalent, dont on a assez peu d'équivalent dans le monde. Donc ce bilan des collectivités territoriales, de cette action de décentralisation, n'a jamais été vraiment dressé. Donc déjà, ces trois points-là, si on arrivait à travailler sur ces trois points-là, et à travailler en bonne intelligence avec l'État, naturellement. Tout à l'heure, Anne Hidalgo a évoqué le manque de confiance qui existait entre les collectivités locales et l'État. Malheureusement, compte tenu des propos que nous entendons trop souvent, pas forcément de la part de l'État lui-même, pas forcément d'ailleurs de la part des gouvernements, mais de la part d'autres structures, de la part de la haute administration, de la part des inspections générales qui pullulent. Enfin, là, moi, je n'ai jamais vu autant de rapports d'inspection générale sur tous les domaines qui concernent l'action, j'allais dire, classique des collectivités territoriales. Enfin, donc il y a peut-être des économies à faire aussi là-dessus. Non, ça c'est une boutade, c'est pas ça qui compte. Eh bien, le climat de défiance qui s'est installé depuis des années, et pas depuis 2012, hein, ça a commencé avant naturellement, mais le climat de défiance qui s'est installé peu à peu est extrêmement dommageable pour tout le monde. Je crois, pour simplement terminer, que après ces questions fondamentales, et si on passe sur des questions un tout petit peu plus techniques encore que, je crois qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur la question du partage des grands impôts nationaux, parce que, alors je crois qu'il y a une table ronde cet après-midi sur le sujet, hein, donc je ne peux pas insister, parce qu'aujourd'hui, depuis 30 ans d'ailleurs, Michel Bouvier l'a dit aussi, les collectivités territoriales, elles ont les impôts obsolètes. Elles n'ont pas accès, contrairement à ce qui se passe dans les pays réellement décentralisés, elles n'ont pas accès aux impôts modernes, même si on peut considérer que parfois ils sont injustes, mais peu importe, aux impôts modernes et acceptés en tant que tels, comme l'impôt sur le revenu ou la TVA ou l'impôt sur les sociétés. Elles ont accès à des impôts qui sont pratiquement uniquement aujourd'hui des impôts à caractère foncier. Ils sont intéressants, mais ils sont intéressants, ils ne peuvent pas financer à eux seuls la totalité de l'action des collectivités territoriales. Il faut aussi qu'un autre esprit, et ça c'est aussi la question de confiance, s'installe entre l'État et les collectivités locales sur la définition des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, parfois, même si les collectivités locales ne l'ont pas vraiment souhaité, il n'y a plus une seule politique publique dans lesquelles les collectivités locales ne soient pas impliquées. Même des politiques publiques régaliennes, par exemple la justice, eh bien, nous devons, ou nous finançons des maisons de justice et du droit, et on les finance de plus en plus. Parce que nous considérons que c'est très important pour nos populations d'avoir cet accès proche. Alors on le finance de plus en plus. On le fait parce que, encore une fois, là aussi, ça ne se fait pas ailleurs et que l'État ne le fait plus. Donc toutes les politiques publiques, les collectivités locales sont concernées par leur mise en œuvre. Mais malheureusement, nous ne sommes pas associés, pour la plupart du temps, aux définitions de ces politiques publiques. Et ça, c'est un point aussi très important. Et puis, un troisième point, je vais vite, c'est la question de la transparence, et la transparence notamment à l'égard des citoyens. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question des normes de calcul, des comparaisons, etc., en fait partie. Je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines et à beaucoup d'occasions, eh bien, l'on ne dit pas la vérité aux citoyens et aux contribuables et à l'habitant. On ne lui dit pas la vérité. Parce qu'on lui dit, en gros, en gérant mieux, on peut garder le même niveau de service public en payant beaucoup moins. Je vous dis, moi, ma conviction, c'est que ça n'est pas vrai. Naturellement, il y a toujours des gains de productivité à faire ici ou là, mais d'abord nous en faisons beaucoup, y compris dans les collectivités locales. Je ne dis pas que l'État n'en a pas fait dans un certain nombre de domaines, ni que les organismes de sécurité sociale n'en ont pas fait, mais en tout cas, à un moment donné, s'il y a trop de baisse de ressources, eh bien, il y aura diminution, naturellement, du niveau de service public, il y aura diminution du degré de mutualisation. Si c'est le choix que les sociétés françaises veulent faire, ça ne me pose pas de problème particulier en ce qui me concerne, mais il faut que ce choix soit totalement assumé. Et enfin, dernier point,
dernier point sur l'investissement. Eh bien, sur l'investissement, vous avez vu, les chiffres ont été montrés tout à l'heure, une diminution de 15% des investissements des collectivités locales en 2 ans, ça va naturellement se poursuivre, c'est extrêmement grave. C'est d'ailleurs la seule raison de la baisse très légère du déficit au sens Maastricht de l'État, enfin c'est de l'État, de la nation, puisque vous considérez les 3 pôles de finances publiques ensemble, c'est la seule raison, c'est la baisse de l'investissement des collectivités locales. C'est la seule raison. Eh bien, cette baisse d'investissement des collectivités locales, elle est grave, d'abord pour l'emploi, pour la croissance, y compris dans notre pays, mais elle est grave aussi pour l'attractivité de notre pays, parce qu'aujourd'hui, un des éléments forts de l'attractivité, c'est la qualité de nos infrastructures. Et le jour où ces infrastructures ne seront plus suffisamment entretenues, ou même ne se développeront plus, eh bien, le pays perdra à nouveau un pan important de son attractivité. Donc voilà, en quelques mots, alors je ne vais pas répondre à votre question. Hein. Voilà, mais enfin, c'est pas grave, vous me la reposerez tout à l'heure.